C'est un honneur pour moi de vous accueillir pour commémorer la disparition de Mohamed Harkoun. C'est le 4e anniversaire. Je suis très honoré que Madame Harkoun ait choisi l'Institut français, où on ait réfléchi ensemble à cet hommage. Je voulais remercier chaleureusement les intervenantes qui sont venues pour la plupart de loin, en avion, avec un avion de la Royal Air Maroc, que je remercie aussi au passage. La pensée de Mohamed Harkoun est une pensée libératrice, nous dit le titre du film de Myriam Amrami. Je crois aussi que c'est une pensée vivante, et vous en êtes la preuve ici, par votre présence. Donc je vous remercie. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Touria Yacoubi Harkoun, présidente de la Fondation Mohamed Harkoun pour la paix entre les peuples, entre les cultures, pardon. Que je remercie également chaleureusement pour toute l'énergie qu'elle a mis à la préparation de cette soirée qui va se dérouler en 2 temps. Une projection d'abord, un débat ensuite et une discussion avec vous pour terminer. Je vous remercie et je passe la parole à Touria Yacoubi Harkoun. Bonsoir. J'ai l'habitude de parler en public, mais à chaque fois qu'il s'agit de mon mari, je suis très émue et je préfère lire ce que j'ai écrit. Donc, au nom de la Fondation Mohamed Harkoun pour la paix entre les cultures et de ses membres ici présents qui me sont d'un soutien moral considérable, je remercie chaleureusement M. Albin Corbier-Labasse d'avoir proposé le partenariat de l'Institut français pour l'organisation de cette manifestation. Je remercie également M. Driss Benrima, comme vous l'avez mentionné, de Royal Air Maroc pour son soutien. Il s'excuse de ne pouvoir être avec nous ce soir. Je vais essayer de répondre à une question récurrente qui m'a été posée depuis qu'on a annoncé le titre « Les femmes rendent hommage à Mohamed Harkoun ». Ceci pour une raison très simple. Mohamed Harkoun a été élevé par des femmes. Il a passé toute son enfance entouré de femmes. 5 femmes ont compté en particulier, qui l'ont élevé avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Sa mère, 3 tantes paternelles et une grande-tante qui était sage-femme et dont la forte personnalité l'a marqué à jamais. Donc ces femmes, ce sont elles qui lui ont révélé les secrets de la culture orale kabyle, dont elles assuraient alors la transmission, vu que les hommes travaillaient à des centaines de kilomètres pour gagner leur vie et ne revenaient au mieux qu'une fois par an. Alors cette proximité, elle lui a fait toucher du doigt les conditions difficiles de leur souffrance. Il en garda un sens aigu de la réserve, de la patience, de la pudeur et de la dignité. Ce sont des qualités dont il a revendiqué la part, disons, il a revendiqué par la suite toutes ces qualités comme la part féminine de sa personnalité. Il n'avait jamais honte de dire qu'il était sensible à quelque chose, il n'avait jamais honte de montrer ses larmes. Et c'est une partie très importante de sa vie. Il a été la première preuve magistrale qu'il a donnée de cet attachement à la femme, de sa sensibilité à ses problèmes. C'est la première conférence qu'il a donnée en 1952, tout juste diplômé, enfin licencié en littérature et langue arabe.
Et le sujet, qui était trans du chef du village, c'était la condition de la femme kabyle et l'urgence de son émancipation. Imaginez, en 1952. Par la suite, il n'eut de cesse de défendre les droits des femmes et d'exhorter en particulier les musulmans. C'est un plateau donc entièrement féminin et chacune va parler de sa relation à Mohamed Harkoun. Et moi, les deux éléments qui m'ont déterminé à organiser cette manifestation uniquement féminine, c'est donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette première conférence qu'il a donnée en 1952 et le dernier entretien qu'il a accordé, c'était le dernier entretien de sa vie, 7 mois avant sa mort. Cet entretien a eu lieu à Paris, chez nous, pendant 2 jours, avec Myriam Amrani, ici présente, et le docteur Leila Bachili, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous. Nous avons aussi parmi nous ce soir le docteur Ursula Günther, qui a travaillé pendant des années sur son œuvre et qui est devenue au fil des ans sa fille spirituelle. Donc elle nous entretiendra de ses travaux sur l'œuvre de Mohamed Harkoun. Et bien sûr, Madame Amrani, comme je vous l'ai dit, qui nous parlera après la projection du film. Alors ce film, en fait, ce sont des extraits de ces entretiens qui ont eu lieu pendant 2 jours à Paris en février 2010. Nous avons fait une première sélection qui a déjà été projetée à certains endroits pendant les manifestations qui ont eu lieu. Et Madame Amrani a rajouté 10 ou 11 minutes en plus qu'elle a prélevé sur ces entretiens. Et ces passages sont en relation avec les prémices du printemps arabe. Voilà, donc en gros, c'est le programme et la modération de cette table ronde exceptionnelle, parce qu'on ne voit pas tous les jours des tables avec autant de femmes. J'aurais pu en avoir beaucoup plus si j'avais eu la possibilité. Il a une fille spirituelle au Liban, une autre aux États-Unis, une autre au Chili, donc... mais il faudrait peut-être le faire dans le cadre d'un séminaire ou d'un colloque. Alors, afin de contribuer à cette émancipation à laquelle il appelait de tous ses voeux, j'ai décidé, une fois le travail sur le site, donc la Fondation Harkoun a un site sur lequel pratiquement nous avons mis tous les enregistrements vidéo qui sont ces conférences, ces cours à la Sorbonne, ces entretiens télévisés. Une fois que ce travail sera terminé, je pense engager la Fondation dans des opérations culturelles aux côtés de quelques associations féminines marocaines qui œuvrent dans ce sens. Parce qu'il n'y a que par la culture que nous pourrons sortir de ce bourbier où nous sommes. Voilà, avant de procéder à la projection, j'aimerais saluer la présence parmi nous d'une autre femme venue de très loin, qui vient d'arriver il y a moins d'1 heure. C'est le docteur Marwa Sahm, directrice du Centre des activités francophones à la Bibliothèque d'Alexandrie. Elle est venue spécialement pour assister à notre rencontre en vue de préparer le grand séminaire international sur l'œuvre de Mohamed Harkoun qui aura lieu en septembre prochain, donc 2015, à Alexandrie. Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée.
village, dans mon village, il y avait un collège tenu par les Pères Blancs. Et j'ai fait mes 3 années d'études dans ce collège. Et c'est là que, par exemple, j'ai eu l'occasion d'étudier à la fois l'anglais et le latin. Apprendre le latin m'a donné une grande solidité dans la façon d'utiliser les langues, dans la façon d'écrire, dans la façon de parler, dans la façon de faire une conférence, par exemple. Et par le latin, il y a une entrée dans le grec et la pensée grecque. C'est-à-dire ce qu'on appelait en Europe les grandes humanités, qui formaient les plus grands esprits, les plus riches esprits en Europe. C'est là seulement, c'est-à-dire après le lycée, après avoir acquis tout un bagage de littérature française, de la Révolution, les grands auteurs du XVIIIe siècle, etc., le XIXe siècle, je commence à découvrir alors un autre univers qui est celui de la langue, de la littérature arabe, et qui dit langue et littérature arabe dit une culture très forte, très riche, culture classique ancienne, et aussi découvrir l'islam. Au moment où je préparais la thèse, dans les années 60, il y avait des débats parmi les orientalistes. On parlait d'orientalistes en ce temps-là, c'est-à-dire les spécialistes de l'islam et de la culture et de la langue arabe. Il y avait un débat sur la possibilité de parler d'un humanisme arabe en contexte islamique, et qui soutenait que l'humanisme est un produit de l'Europe depuis le XIVe, XVe, XVIe siècle. Et qu'en islam, étant donné la place qu'occupe la religion dans l'exercice de la raison, les usages de la raison, en contexte islamique justement, c'est incompatible avec l'idée même de l'humanisme. Puisque l'idée de l'humanisme, c'est l'ouverture sur toutes les formes que prend la culture et toutes les modalités d'exercice de la pensée critique dans une culture et une histoire de la pensée. Et voici que moi j'arrive et que je dis, il y a un mouvement humaniste tout à fait défendable, où la raison s'ouvre à toutes les disciplines, à tous les ordres de la connaissance, à tous les champs de l'investigation de la connaissance des sociétés et des cultures, et ça s'est manifesté et illustré par des œuvres que voici au IVe siècle de l'Hégire, c'est-à-dire au Xe siècle, à Bagdad, à Shiraz, à Rai, qui est l'actuel Téhéran, etc., etc. Donc je soutenais une thèse qui s'opposait à la thèse de la spécificité de cette découverte de l'humanisme et de cette construction de l'humanisme uniquement en Europe. Et le débat a duré longtemps comme ça, et je suis entré dans cette bataille et j'en suis sorti pratiquement victorieux, puisque actuellement l'idée de l'humanisme arabe tel que je l'ai présenté est adoptée par tous les chercheurs en Occident, mais elle n'est pas encore intégrée et adoptée et respectée et développée par les Arabes et nos chers Arabes, qui par ailleurs disent ce qu'ils disent de la langue arabe, de la richesse de la langue arabe, de la richesse de la culture arabe, etc., etc. C'est pourquoi j'ai écrit ce deuxième livre sur humanisme et islam aujourd'hui, pour expliquer justement l'indifférence, l'oubli
la dimension de l'oubli dans l'histoire de la pensée d'expression arabe et en contexte islamique. Le nom même qui désignait l'humanisme, qui était adab au Xe siècle, a disparu de l'usage dans la langue arabe, car aujourd'hui, dans la langue arabe d'aujourd'hui, quand je dis adab, je désigne uniquement le département de littérature dans les universités. Littérature. Alors que la vocation de l'humanisme, c'est d'embrasser tous les savoirs, toutes les disciplines qui conduisent au savoir, et une ouverture totale, y compris lorsque on traite de la question religieuse. Voilà ce que c'est que l'humanisme. Il y a eu une tension dès le début du IXe siècle entre la raison philosophique indissociable de la raison scientifique et critique et la raison religieuse qui s'occupe uniquement de la question religieuse avec l'exégèse, avec les interprétations du Coran, avec la construction du droit musulman, etc. Tout ça, le hadith, la littérature du hadith, le traitement de la littérature, tout ça, ça forme le domaine des sciences religieuses, le ulum diniya. Et ces ulum diniya ne voulaient pas entendre du tout des ulum aqliya, c'est-à-dire des sciences rationnelles. C'est une bataille ancienne. Et aujourd'hui, elle a atteint le sommet ou le fond de la régression et du refus, justement, en particulier de la raison critique. Il n'est pas possible de dire la moindre chose, tant soit peu critique, par exemple sur la formation du mushaf, comme rassemblement de la parole orale qui a été articulée par le prophète pour faire connaître ce que nous appelons le Coran. Chaque branche du monothéisme se présente, se réclame de la parole de Dieu qui serait authentiquement reçue, transmise et vécue par chaque religion à l'exclusion des deux autres. Et là, c'est l'étude de l'histoire comparée des systèmes théologiques construits par les juifs, les chrétiens et les musulmans. Et cette construction théologique de la parole de Dieu qui alimente dans chaque religion la foi orthodoxe, ce sont, je les ai définis ainsi depuis longtemps, des constructions théologiques d'exclusion réciproque, du bénéfice de la religion vraie. Les théologies monothéistes ne veulent pas parler du mythe. Elles bannissent le mythe pour donner tout le poids nécessaire à la construction d'une foi qui puise sa force dans la parole de Dieu et non pas dans un mythos quelconque. Ça, c'est une grande bataille que l'islam a refusé totalement de connaître. L'islam a même refusé de reconnaître le rôle central de la métaphore dans l'organisation du discours prophétique
et la production du sens par le discours prophétique, totalement effacé. Aujourd'hui, plus que jamais. Et voilà des États maghrébins fondant leur légitimité sur un parti unique composé d'ignorants de tous ces problèmes, qui vont souverainement décider de l'orientation historique du destin des peuples maghrébins. Alors que tous ces problèmes sont en friche, tous ces problèmes sont ignorés, tous ces problèmes sont mis de côté et rageusement éliminés par les discours islamiques fondamentalistes qui, sous prétexte de dénoncer l'occupation coloniale, ont refusé tous ces trésors de la pensée qui ont permis à l'Europe de se construire et qui, en islam, nous ont conduits dans l'impasse historique totale qui a été créée au jour le jour, préparée au jour le jour depuis les indépendances. Le Maghreb, sous prétexte de lutte anticoloniale, a jeté le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Il ne s'est jamais posé la question de différencier un système politique effectivement intolérable et un système politique colonial qui est une trahison profonde à l'intérieur de l'histoire européenne de la raison des Lumières. Des révolutions intellectuelles, juridiques, sociales, économiques, scientifiques, accomplies dans le parcours européen seul, à l'exclusion de tous les autres dans le monde, grâce à l'émergence de la raison des Lumières. Le Maghreb, jusqu'à nos jours, ne fait pas de différence. Bon, il y a des crises, il y a des ratés, il y a de tout ce qu'on veut, mais la raison des Lumières est toujours là, assurant la garde critique, dénonçant, rejetant, révisant ce qui a fait justement les dérives idéologiques comme celle du colonialisme. Ça, c'est un point extrêmement important. Et encore une fois, on reconnaît là les forces obscurantistes qui prédominent dans l'histoire de l'espace maghrébin et qui conduisent à rejeter quelque chose qui appartient à l'esprit humain et à la condition humaine. Et à quoi il faut adhérer et dont nous avons besoin pour relire, comme je l'ai dit, notre histoire. Au lieu de faire cela, on a arabisé l'enseignement dans les années 60 et 70 pour couper toute communication intellectuelle avec les langues européennes. Avec les langues européennes. Car c'est par la langue que l'esprit grandit. La même politique, par conséquent, a prédominé vis-à-vis des sciences sociales en général. Car il y a eu une politique systématique d'éliminer la philosophie, par exemple, en l'arabisant prématurément, en arabisant l'enseignement de la philosophie, alors que l'arabe a perdu contact avec son lexique philosophique qui a existé, qui est très fortement dans la période classique, au moment où la philosophie était en honneur dans l'espace musulman classique. Donc il y a là des gestes qui ont été, des gestes politiques, des choix politiques qui ont été imposés au peuple
différents peuples maghrébins, marocains, algériens, tunisiens, etc. Et ces peuples n'ont jamais formé une société civile, comme je l'ai déjà souligné, qui jouisse de droits de parole opposables à l'État. Tant que cette situation juridique, qui est acquise dans les États-nations européens depuis le XIXe siècle, et qui chez nous est resté un tabou et qui est combattu systématiquement par les États, parce que les États ne veulent absolument pas avoir dans la société de forces opposables à ce que décident les États. Et ça, c'est la condition élémentaire de régime démocratique moderne. Et c'est le test qui montre que les régimes démocratiques modernes n'existent pas ni au Maghreb, ni nulle part dans les pays arabes. L'islam est en perdition, pour des raisons internes que j'ai mentionnées, il est en perdition vis-à-vis d'un sauvetage de soi-même. En perdition. Il a besoin d'aide. Et l'Europe ne comprend pas cette situation historique du monde musulman. Parce que l'Europe résiste encore au nom de l'athéisme, au nom de la liberté de penser, au nom de je ne sais quoi, non pas à ramener le religieux dans ses formes traditionnelles, pas du tout, mais de dépasser le religieux comme obstacle intellectuel, comme obstacle à la pensée, de donner à la dimension spirituelle et à la dimension éthique de la condition humaine, de l'action historique des hommes, une éthique et des références éthiques et spirituelles partageables par l'ensemble des cultures et non pas ces religions avec leur théologie dogmatique qui séparent radicalement, comme je l'ai expliqué, les hommes entre eux dans une même société. Ça, l'Europe ne l'a pas compris. Et quand j'ai réclamé une école nationale d'études islamiques en France, ça n'est pas du tout pour installer l'idéologie musulmane dans cette école. C'est pour dépasser les usages que les sociétés continuent de faire de la religion avec des tissus d'un accord. Film que nous avons vu, tellement riche et qui nous interpelle par chaque mot, par chaque phrase, par le ton, par la passion. Je ne suis que la modératrice et je suis l'éditrice de ce livre, Humanisme et Islam, édité par Mafsam. Peu de temps avant le décès de Mohamed Akoun, peu de temps après le décès de Mohamed Akoun, et pour la première fois au Maroc. Il a certainement été édité en Europe, mais il a été édité au Maroc par Mafsam et présenté peu de temps avant le décès de Mohamed Akoun. Donc je demande quand même votre clémence parce que je ne suis pas spécialiste de la question et je ne suis que la modératrice. C'est avec beaucoup de plaisir, néanmoins, que je participe à cette commémoration du 4e anniversaire de la disparition du professeur Mohamed Akoun. Je remercie les organisateurs, d'abord l'Institut français pour son partenariat et sa disponibilité,
la fondation Mohamed Harkoun pour la culture et la paix, en la personne de Madame Souriya Yaqoubi Harkoun, l'épouse de Monsieur Harkoun. Je remercie aussi tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette rencontre, les techniciens, les éclairagistes. Je remercie Madame Amrani qui a fait un travail colossal et qui a réalisé ce film. Et nous avons la chance de l'avoir parmi nous. Et vous pouvez quand même lui adresser vos interrogations et surtout dialoguer avec elle. Par ailleurs, je me sens aussi très fière, je vous le dis, fière d'appartenir, d'être membre de ce panel exclusivement féminin. Entre Orient et Occident, ces dames ont mesuré la teneur du propos. Aussi usent-elles leur voix pour élucider des problématiques brûlantes d'actualité. Islamophobie et conditions féminines, modernité et droits coutumiers, et bien d'autres interrogations inscrites dans le droit fil des écrits phares et combien courageux de Mohamed Harkoun. Je suis aussi, je vous l'avoue, un peu émue au souvenir de cette merveilleuse soirée de signature du livre de Mohamed Harkoun, Humanisme et Islam, qui est aujourd'hui même, édité pour la 2e fois. Vous avez d'ailleurs le livre à la porte donc de cet amphithéâtre et vous pouvez en faire l'acquisition. Ce livre qui a été donc présenté lors d'une soirée organisée dans le cadre des cafés littéraires de la galerie Mossam, et où Mohamed Harkoun avait prodigué une conférence présentant au Maroc son livre pour la première fois, ébranlant par là le joug plusieurs fois centenaire de fermeture et d'exclusion des femmes, des faibles, des sans-voix. Le dit ouvrage prône avec audace et clairvoyance rapprochement entre les cultures et les religions, relecture sereine et critique de l'histoire, mettant en évidence les conflits entre les répertoires juridiques, le moderne européen et le traditionnel musulman. Vaste programme, visant par ailleurs non la réforme de la charia, mais l'évolution vers un islam qui s'inscrirait dans les procédures de l'ijtihad, répondant à ce principe majeur, voire fondamental, de l'islam comme religion universelle, valable quel que soit le temps et quel que soit le lieu. L'islam, din al-alamin, salihun li kulli zamanin wa makan. La Fatiha, en l'occurrence, n'ouvre-t-elle pas le Coran en s'adressant à l'univers? Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dans son exhaustivité, l'islam embrasse d'un côté le temps et par conséquent la pérennité, voire l'historicité et l'évolution, et de l'autre l'espace, avec tout ce que celui-ci implique comme contingences les plus diverses, géographiques, anthropologiques, culturelles, socio-économiques. Ce qui nous sollicite, et c'est là où se trouve le combat de monsieur Harkoun, ce qui nous sollicite à un travail constant d'analyse, de réappropriation des comportements, que seul permet le passage éclairé et souple d'une clôture dogmatique à une pensée critique, constructive. Et cela, je reviens aux dames, et cela nous concerne grandement, nous autres femmes, et doit éclairer le parcours initiatique de notre émancipation. Je ne suis pas spécialiste de ces questions, et en ma qualité de modératrice de cette table ronde, je voudrais uniquement situer le débat
tout en ayant la ferme conviction que par les chances d'éducation et de formation, par le militantisme de penseurs, de philosophes, hommes et femmes fermement engagés, à l'instar de Mohamed Harkoun, les femmes, et je parle surtout des femmes, les femmes prendront leur destin en main, feront leur prise de conscience et gagneront partant le respect intrinsèque dû à leur personne humaine dans l'acception profonde de ces termes et par-delà tous les abus des statuts coutumiers ou de quelconque considération scolastique ou tout simplement contre tout instinct sauvage de domination qui chercherait à les enfermer. Je ne voudrais pas être plus longue et pour voir plus clair, je vais donner la parole à Madame Mariam Amrani. D'abord, qui va nous parler un petit peu de son film, qui va donc répondre à vos interrogations. Elle est politologue et présidente de l'association d'Akira Bruxelles. Donc la parole est à Madame Amrani. Merci bien, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais commencer par présenter tous mes remerciements aux responsables de l'Institut français et également à Madame Souria Yacobi Harkoun pour l'organisation de cette soirée. Je pense que c'est un enjeu important de pouvoir toujours rester aux aguets et de continuer à promouvoir la pensée de feu Mohamed Harkoun. Alors le film que vous avez eu l'occasion de voir il y a un instant, c'est le fruit d'une aventure collective, humaine et intellectuelle qui a démarré en 2006 à Bruxelles. Donc oui, je vis à Bruxelles, je suis bruxelloise, et cet enjeu de promouvoir la pensée critique est un enjeu crucial aujourd'hui, y compris en Europe. Donc comme vous le savez, l'Europe, et la Belgique en particulier, a accueilli un nombre important de travailleurs immigrés après la Seconde Guerre. Et donc dans ce cadre-là, on a aujourd'hui une présence très importante de personnes d'origine marocaine, mais aussi turques, algériennes, du sud de la Méditerranée aussi. Et donc l'enjeu du vivre ensemble et l'enjeu de la cohabitation harmonieuse de personnes amenées à vivre sur un territoire, mais étant elles-mêmes issues d'univers culturels différents et philosophiques différents, est un enjeu crucial aujourd'hui en Europe. Et donc, nous étions quelques-uns à nous préoccuper de cet enjeu déjà à l'époque, et en se disant qu'il était important de pouvoir promouvoir un espace, à définir encore, un espace d'échange et de rencontre entre musulmans, non-musulmans, croyants, non-croyants, et de réfléchir ensemble à cet enjeu du vivre ensemble compte tenu de nos divers horizons et de nos diverses appartenances. C'est dans ce cadre qu'est né le séminaire, l'association d'Akira, effectivement, d'Akira qui signifie mémoire, mais dans une perspective d'une mémoire vivante, d'une mémoire ouverte sur le monde, une mémoire qui se veut aussi réflexive, qui s'interroge sur un passé avec un regard critique sur le passé. Et donc c'est dans ce cadre que nous avons lancé notamment un séminaire de sensibilisation à l'islam dans une perspective critique historique et sociopolitique. Alors, à l'ouverture de ce séminaire, nous avions eu le plaisir de rencontrer Rala Benchir, qui a été aussi très souvent présent lors des dernières manifestations pour promouvoir la pensée de feu Mohamed Harkoun. Nous avons reçu un panel assez intéressant d'intellectuels qui produisent une pensée à l'endroit de l'islam, mais qui malheureusement ne sont pas toujours valorisés dans le champ médiatique aujourd'hui, puisque l'essentiel de la place est laissé à la polémique, à l'instantané, comme le disait dans le film Mohamed Harkoun. Donc l'idée ici, c'était de ce séminaire, est vraiment de pouvoir promouvoir des recherches, des études à l'endroit de l'islam, mais dans une perspective vraiment de critique historique, mais de pouvoir aborder l'islam comme un fait religieux à contextualiser, à mettre en perspective. Et nous, intellectuels, et il a été séduit par notre démarche, par notre volonté d'ouvrir le champ de la réflexion. Et il s'est prêté au jeu puisque nous l'avons accueilli en 2009 dans le cadre d'un cycle de conférences, mais aussi en 2010.
Et comme vous, aujourd'hui, comme vous ce soir, nous assistions à une conférence. Il avait le verbe, il avait le charisme, il avait la pédagogie. Et nous avons l'habitude de filmer nos rencontres, mais on se disait, tiens, c'est dommage de ne pas pouvoir partager ça plus largement, garder une trace, puisqu'on s'appelle Dakela, garder une mémoire de ce qui se dit là, de ce qui se vit là. Et c'est comme ça que l'idée du film est apparue. Et nous lui avons soumis cette proposition d'entretien pour la postérité, mais aussi pour cette idée de continuer à travailler à cette démocratisation du savoir à l'endroit de l'islam, à l'heure où on parle de l'islam tous les jours, quotidiennement, pour dire tout et n'importe quoi au nom de l'islam. Et donc pour nous, c'était important de pouvoir d'entamer ce travail-là. Il s'est prêté au jeu, il a accepté. Nous avons eu malheureusement que deux journées d'entretien. Mais bon, voilà, ça c'est la réalité aussi après les tournages. Donc, je le disais, c'est une initiative privée d'amis, un ami caméraman, une autre monteuse. Donc, c'est vraiment une initiative citoyenne. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'enjeu, et pour ça, je tiens vraiment à saluer l'énergie déployée par Madame Touria Yarkoubi Harkoun, c'est voilà, nous qui sommes convaincus par son approche, par sa démarche, de la promouvoir, de nous rencontrer, de tisser des réseaux, des liens. On est à l'ère du numérique. Je pense qu'aujourd'hui, on peut, même si nous n'habitons pas les mêmes territoires, les mêmes lieux, tisser des liens et voilà, et faire que l'esprit se libère, que les murs se fissurent, etc. Donc voilà, l'enjeu est là. Donc c'est une modeste contribution citoyenne qui vous est proposée ici, modeste certes, mais résolument déterminée, puisque c'était un homme passionné et passionnant. Et je pense qu'aujourd'hui, plus qu'hier encore, continuer à travailler à la promotion de sa pensée et de son approche, je crois que c'est un enjeu primordial pour pouvoir tout simplement continuer à respirer et continuer à pouvoir aborder ces questions loin des crises, loin des tensions et loin des crispations, qu'elles soient identitaires ou politiques. Je vous remercie de votre attention, je ne vais pas être plus long, et merci encore à vous. Merci Madame Lamrani. Je suis d'abord charmée par la spontanéité du propos et puis en plus je suis très flattée d'avoir devant moi une très jeune personne qui s'occupe de problématiques aussi sérieuses et aussi déterminantes. Je vous remercie aussi pour votre générosité. Bien. Sans plus tarder, je passerai la parole au docteur Ursula Günther, qui est islamologue, actuellement titulaire de la chaire intérim de sciences des religions à l'université de Göttingen, spécialisée en islam contemporain, en islam en Europe et en Afrique du Sud, en histoire des idées, avec un accent particulier sur l'approche de Mohamed Harkoun. Elle est auteure de plusieurs travaux sur un rapport entre islam et modernité. À vous, Madame Ursula Günther. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Et je vais aussi commencer mes propos avec un grand remerciement d'abord à Madame Touria Yarkoubi Harkoun qui m'a invitée et à l'Institut français qui a donné la commémoration de Cheikh Ousmane. Et c'est un grand honneur de parler ici devant vous de quelqu'un qui
qui m'a marqué profondément, qui a marqué mon parcours académique après avoir terminé ma maîtrise, qui était aussi sur un sujet de femmes, parce que j'ai travaillé sur Fatima Barnissi, donc, que vous connaissez bien, la marocaine. Et donc après, je me suis dit, je veux écrire une thèse. Et déjà dans les travaux sur les femmes, dans tout ce que j'ai lu de Barnissi, j'ai rencontré, mais seulement en note de bas de page, Mohamed Hakoun, penseur important et tout, et je me suis dit, mais c'est qui ce monsieur? J'ai commencé à chercher, à fouiller, et j'ai découvert ses écrits, et je me suis dit, voilà, c'est sur lui que je veux faire cette thèse. Et j'ai la chance de rencontrer à Hambourg Joyce Blow, la grande dame des études kurdes, avec laquelle j'ai parlé de ce projet de thèse. Elle m'a dit, c'est un ami à moi, tu viens à Paris et je vous fais connaître. Et donc un jour, une belle journée d'été en 91, je suis allée à Paris. Joyce m'a pris, elle a fixé rendez-vous avec Mohamed Hakoun et on s'est retrouvés dans son salon ensoleillé à Boulevard Magenta. Il était assis dans son fauteuil. C'est l'image qui me reste à la mémoire comme si c'était hier. Et c'est plein de rencontres qui ont eu lieu dans ce salon avec un thé à la menthe et des petites sucreries arabes. Et je lui ai parlé de ce projet que je voulais entamer sur sa pensée et sur lui. Il m'a dit, mais pourquoi moi? Alors pourquoi lui? Et pour moi, c'est un intellectuel révolté. Vous l'avez vu, l'esprit des révoltes qui était vraiment dans toutes ces cellules, si on peut dire. C'est ce chercheur-penseur, comme il disait lui-même, et c'est aussi lui qui disait « je suis un intellectuel révolté », m'a passionné parce qu'il était quelqu'un qui était un passeur entre les cultures, les cultures de l'Europe, du monde musulman, les cultures du Maghreb et aussi la culture ou les cultures de l'espace méditerranéen auquel il tenait énormément. Et c'est une révolte qui dérangeait déjà à l'époque quand j'ai fait sa connaissance, parce que quand j'ai commencé à chercher un directeur de ma thèse, j'ai rencontré les mêmes obstacles que lui. Il a rencontré au cours de son travail de chercheur, penseur, au cours de sa révolte. Pourquoi il écrit en français, mais il vit en Europe, mais c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment l'islamologie? Mais je me suis dit, je vais me révolter comme lui. Il avait déjà semé son grain de révolte en moi, donc je me suis dit, tant pis, je vais faire cette thèse. Et j'ai donc écrit cette thèse sur lui, sur quelqu'un qui m'a toujours mis en cause les définitions et les interprétations fixées et qui a toujours réclamé une relecture, une relecture de quelque chose qu'il lui a appelé le système de référence culturelle et religieuse de l'islam. Et ça vous avez vu assez souvent dans le film, pour sortir de la clôture dogmatique. Alors il a posé des questions, et c'est des questions dangereuses, qui mettent en danger tout le pouvoir d'une orthodoxie, tout le pouvoir des gardiens d'une certaine vérité qui se proclame ou qui s'autoproclame la vraie et seule vérité. Et je crois que c'est important parce que poser des questions, c'est beaucoup plus
plus dangereux que répondre, parce qu'une question peut contenir plus de 1000 réponses et qui peuvent et qui vont changer de perspective. Et c'est une de ces revendications les plus radicales, changer de perspective. Avec l'exigence d'une islamologie appliquée, avec ces concepts théoriques qu'il a développés sur l'islam, le phénomène ou le fait islamique et le fait coranique, le concept du livre, c'est-à-dire le livre avec un L majuscule et avec un L minuscule, le concept de l'impensé et de l'impensable. J'ai découvert tout un univers complexe et aussi compliqué, il faut le dire, que j'essaie à décrire à l'aide d'une métaphore qui, à mon avis, correspond bien à nos temps. C'est la métaphore du rhizome ou du motif des étoiles infinies des faïences morts. Parce que là, on trouve cet enchevêtrement d'aspects bifurcants dont on peut difficilement cerner l'origine et qui se ramifient davantage tout en créant des nouvelles conjonctures. Et c'est dans cette image, c'est avec cette image aussi que je veux terminer mon intervention sur cet humaniste convaincu, audacieux et surtout courageux pendant tout le temps qu'il a travaillé, pendant tout le temps qu'il a pensé, qu'il a essayé de semer sa pensée. Et un jour, il m'a dit, lors d'une promenade au cours d'un séminaire en Allemagne, il m'a dit « Vous savez, je ne suis qu'un allumeur de brasier. » Et j'espère vraiment qu'on s'éclaire encore longtemps et de plus en plus des feux de sa fertile pensée. Et j'espère que ça va ouvrir des nouvelles routes à l'intelligence, comme lui, il les a toujours cherchées, il a toujours essayé de les tracer. Et pour terminer, c'est aussi c'est quelque chose qui m'émue toujours. Le plus grand cadeau qu'il m'a fait, c'était assez vite après avoir fait connaissance et après avoir accepté que je puisse travailler sur lui et qu'il me donne accès à ses archives, à des lettres, à des manuscrits qui ne sont pas publiés et tout ça. Donc il m'a vraiment donné une confiance énorme. Un jour, quand j'ai quitté son appartement, il m'a dit « Vous savez, à partir de maintenant, je vous adopte. Vous êtes ma fille spirituelle. » Et quant à ça je porte toujours en moi et c'est aussi ça me donne de la force et de l'énergie de continuer ce cheminement qui essaie aussi de semer sa pensée, et c'est ce qui lui était cher quant à cette repensée de la pensée. Merci pour votre attention. Très intéressant pour celui qui vous écoute de constater, de réaliser disons ce contact un petit peu endogène de la pensée. Et ça me fait penser à une idée chère à Mohamed Harkoun, que en fait, il serait très intéressant de profiter de l'héritage de plusieurs cultures. Et votre présence ici, vous qui êtes allemande, est très significatif. Et vous enrichissez quand même par votre sensibilité et par votre culture propre cette nouvelle vision à laquelle aspire professeur Harkoun. Et ceci est très intéressant de pouvoir, pourquoi ne pas pouvoir faire fructifier tout ce legs culturel
de l'humanité en son ensemble. C'est une richesse. Et là, vous nous faites part de cet accès à cette richesse. Merci. Je passe la parole à Madame Latifa El-Khdar, qui est professeure d'histoire contemporaine à la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis. Elle est aussi auteure de plusieurs travaux sur le rapport entre islam et modernité. Oui, alors moi aussi je ne pourrais pas passer à dire ce que je voudrais dire sans adresser mes remerciements à Madame Thoraya Yaqoubi Arkoun pour la ferveur et la conviction qu'elle met à entretenir la mémoire de Mohamed Arkoun et à promouvoir le projet de Mohamed Arkoun. J'en suis témoin et ça me touche énormément de la voir faire ce qu'elle est en train de faire pour cette pensée qui engage notre présent et notre avenir réellement. Mes remerciements s'adressent aussi à l'Institut français et à vous. Merci à vous tous d'être là. Mohamed Arkoun était porteur jusqu'au dernier moment de sa vie d'un projet de libération de l'homme musulman, et ce projet était encore plus libérateur pour la femme, pour les femmes du champ arabo-islamique. Et Mohamed Arkoun, en analyste, en érudit de l'islam, nous a alerté sur le fait que le noyau peut-être le plus dur, le plus résistant au changement, à la temporalité, est celui que la théologie musulmane avait octroyé aux femmes, au statut des femmes. Et en Tunisie, nous l'avons écouté en tant que femme, nous l'avons bien écouté, nous avons compris son message, nous lui avons fait confiance, nous avons suivi ses travaux, il nous a donné beaucoup de clés, de pistes, il nous a ouvert des pistes pour ou vers cette libération. Et actuellement en Tunisie, il y a ce projet de libération, il est porté par une longue liste de femmes universitaires, chercheurs, académiques, qui se situent dans la ligne de la pensée arkounienne. En 10 minutes, on ne pourrait pas, bien évidemment, dire ce qu'on voudrait dire de la pensée de Mohamed Arkoun. Mais je voudrais quand même m'arrêter sur 3 points qui me semblent importantes pour nous, pour notre histoire, pour le temps présent. Le premier a trait avec la situation actuelle, après les bouleversements que nous avons connus depuis 2011, en Tunisie, en Égypte notamment, et qui ont continué en Syrie, en Libye, etc., même si les choses avaient pris d'autres allures et d'autres tournants, et des guerres fratricides, comme on dit, et des guerres qui ne sont pas, qui sont énonciatrices d'une dérive, en tout cas. Mohamed Arkoun avait alerté aussi sur ces bouleversements. Il avait alerté d'une manière implicite, des fois d'une manière explicite, en tout cas d'une manière très objective. Et quand on sait l'écouter, on sait qu'il nous avait prévenu. Sur quoi je vais expliquer. Des choses très importantes se sont passées dans le monde arabo-musulman et ils ont commencé en Tunisie, dans mon propre pays. Et ces bouleversements avaient exprimé un vouloir de la part des sociétés, de la nôtre, de la mienne, de rompre avec un autoritarisme qui dure depuis très très longtemps. Mais ces bouleversements nous ont mis en même temps dans une situation paradoxale, dans la mesure où ces sociétés qui sont en demande de démocratie
avait, à la première occasion démocratique, à savoir les élections, donné le pouvoir à des acteurs, à des forces qui n'avaient en rien tiré au clair leur rapport à la démocratie, à la liberté, au projet de modernité. On peut expliquer la chose, c'est-à-dire que la chose est un peu dans l'ordre des choses, puisque nous savons que, il vient de le dire même dans cet entretien, depuis plus d'une vingtaine d'années, nous sommes ciblés par une offensive idéologique qui voulait avoir l'hégémonie culturelle sur nos sociétés. Ça a duré une vingtaine d'années, ça a préparé, si l'on peut dire, ces bouleversements, et quand on voit donc ces bouleversements récupérés par ces forces obscurantistes, on comprend ce qui vient de se passer. Ça, c'était le premier point sur lequel j'ai voulu m'arrêter, mais très rapidement. On peut revenir sur ce point lors du débat. Le deuxième est en rapport avec ce qui se situe au fondement de cette situation paradoxale. Et là, Mohamed Harkoun l'avait dit plusieurs fois, et ce n'est pas pour faire sa paraphrase, mais l'islam est une religion, et ça, il est très important de s'arrêter sur ça et de l'expliquer, est une religion qui se trouve cuirassée et blindée par une théologie qui a été élaborée d'après les supposés et les présupposés et les mentalités et les enjeux de l'époque médiévale. Et nous avons continué jusqu'au jour d'aujourd'hui de vivre cette religion avec ce blindage qui, puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, la théologie ou le Coran est expliqué sur la base du présupposé de la parole divine incréée, puisque la religion musulmane et jusqu'au jour d'aujourd'hui est en train d'établir ce qui est licite et ce qui est illicite sur la base d'une pensée, notamment celle de Shafi'i, un homme du IIe siècle de l'Hégire, et puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette structure ou cette construction se met en structure de précompréhension pour chaque musulman, pour chaque croyant en rapport avec sa religion. Le troisième point sur lequel je voudrais m'arrêter est celui des femmes, puisque j'avais commencé aussi par le rapport et la relation de Mohamed Harkoun à la question et à la cause des femmes. Les femmes, dans tout cela, ont toujours représenté, donc, comme je le disais, le maillon le plus vulnérable. Et non seulement parce que cette théologie dont je viens de parler, et avec les outils que nous a donné Mohamed Harkoun, non seulement parce que cette théologie donc, a mis les femmes dans un statut infériorisé, pourquoi peut-être pour l'époque médiévale, la chose était tout à fait normale, et d'ailleurs c'était valable pour toutes les cultures, qu'elles soient occidentales, orientales, européennes, chrétiennes, juives, etc. Mais surtout parce que cette théologie a fait de ce statut infériorisé une des centralités de la aqida islamique, de la foi islamique, c'est-à-dire porter le voile, accepter la minoration, c'est montrer son obéissance à Dieu. Et ça, c'est la plus grande des impostures et le plus grand des dangers qui se met toujours devant nous. Et enfin, ce maillon est vulnérable parce que l'islam politique, qui n'a pas opéré de rupture nécessaire avec la théologie, est en train de remettre ou d'essayer de remettre les femmes dans ce statut d'infériorité, même là où elles ont acquis des droits pour l'égalité et pour l'émancipation, et je veux dire par là, même en Tunisie, où nous menons une lutte âpre au quotidien contre les tentatives de l'islam politique de remettre en cause
les acquis de la femme tunisienne. Et je vous remercie. Il est très intéressant de vous écouter et d'écouter surtout des personnes qui ont vécu au quotidien le marasme de tous ces bouleversements. Nous sommes très très touchés et je pense que c'est 1000 fois plus important que tout ce que les médias peuvent nous véhiculer. Je vous remercie. La parole est à la salle. S'il vous plaît, vous vous présentez. Bonsoir, Cédric Bailog, je suis anthropologue, professeur assistant à l'Université Mondiapolis, chercheur associé au Centre Jacques Vert. J'applique affaire à Madame Touria Yacoubi Arkoun, puisque dans le cadre d'un cours d'introduction à la pensée arabo-musulmane que j'enseigne, et où j'essaie de donner des éléments justement de pensée critique aux étudiants, j'aimerais absolument les amener donc à la Fondation Arkoun pour qu'ils voient ce genre de documents, ou d'autres d'ailleurs, et qu'ils entendent vivre un petit peu la pensée de M. Arkoun. Je le dis comme ça, bon, elle n'est pas là, et comme je vais devoir partir juste après, j'ai essayé de la retrouver. Elle revient. D'accord, très bien. Alors à Madame Günther, ma question en fait elle est très simple. À un moment donné de l'entretien, Monsieur Arkoun dit quelque chose qui peut paraître sibyllin, mais en tout cas il insiste avec force. Il parle de quelque chose qui semble-t-il a été important dans l'histoire de la pensée arabo-musulmane et de ce qu'il appelle la clôture dogmatique. C'est, et je ne suis pas sûr de l'avoir compris, c'est pour ça que je vous pose la question, le refus de la métaphore dans le discours prophétique. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Qu'est-ce que selon lui qui est si important, enfin qui a marqué cette clôture ou qui a généré cette clôture dogmatique et qui est le refus de cette métaphore dans le discours prophétique? Est-ce que, a priori, il s'agit d'une lecture littérale qui a été posée, c'est comme ça que je l'ai compris, ou imposée au détriment d'une lecture plutôt métaphorique du Coran ou de la tradition scripturaire islamique? Voilà. Est-ce que vous pourriez éventuellement expliciter? Et puis, là, bon, on passe dans un autre registre, c'est, je disais, une question à caractère sociologique. En Belgique, me semble-t-il, pour le peu de connaissances que j'en ai, on retrouve un certain nombre de mouvements religieux, voire politico-religieux, qui sont présents ici au Maroc, dans la diaspora marocaine. Donc on va retrouver le mouvement Al-Adwa al-Ihsan, par exemple, plutôt l'aspect mystico-religieux. On va retrouver le PJD, plutôt les frères musulmans, et aussi, je crois, même en nombre un petit peu plus massif, la Bouchichia, c'est-à-dire le courant soufi, qui est assez répandu. Mais alors, quid de vous? C'est-à-dire quid, on va dire, de la tendance rationaliste, de la tendance pensée critique au sein de la diaspora marocaine? Est-ce que vous êtes en quelque sorte la petite secte rationaliste à côté de tous les mouvements que je viens d'indiquer? Quel est l'avenir, selon vous, de cette pensée au sein de la diaspora? Voilà, est-ce que vous êtes juste les petits mu'tazilites comme ça, au milieu d'une importante, je dirais, population plutôt à caractère politico-religieuse ou mystico-religieuse? Voilà, parce que j'ai été frappé récemment de voir que proportionnellement la Belgique était le pays d'Europe qui envoyait malheureusement le plus de jeunes enfants d'immigrés, donc en Irak et en Syrie, dans les bras du Daesh, du sinistre Daesh. Voilà. Et alors maintenant que Madame Touria Yacoubi Arkoun est revenue, voilà, je disais au départ que je souhaiterais venir avec une des classes à qui je donne un cours d'introduction à la pensée arabo-musulmane à la Fondation pour qu'ils voient ce genre de documents. Voilà. Je répondrai après Madame... Donc à Madame Günther, professeur Günther, voilà. Donc je voudrais juste rappeler quand même le professeur Laïhmou. C'est un message que j'adresse à Madame Yacoubi Arkoun. J'ai eu l'honneur de le rencontrer en 2007, ou à l'occasion du Salon international du livre.
donc à Casablanca. Et il présentait justement son livre avec son éditeur. Et je reviens, d'ailleurs, j'ai posé une question à l'époque sur le mythe, parce qu'il avait parlé du mythe et je l'ai vu donc revenir sur cette question lors de la projection du film. Et j'avais j'étais choqué par la question du mythe. Et j'ai posé la question donc à professeur Harkoun. Et professeur Harkoun m'avait interpellé en me répondant « Votre langage manque de pertinence scientifique ». Et il avait raison. Et donc on s'est retrouvés par la suite, donc on s'est expliqué. C'était la première fois que je connaissais, que je rencontrais le professeur et que j'ai appris par la suite donc à connaître son œuvre. J'ai été impressionné par son grand savoir, mais aussi son côté humanitaire ou son humanisme qui était vraiment sans limite. J'avais des questions auxquelles il avait des réponses. Et justement, cette ouverture du monde musulman sur, si vous voulez, l'univers. Pardon ? Quelle est votre question ce soir ? Parce que là, elle est plus courte. Et puis on a trop tardé. D'accord. Si vous voulez bien poser une question. Alors, ma question donc à Madame Gunther, donc qui justement bon, je passerai donc outre mes questions. Je voulais donc poser donc une question quant au projet qu'il avait justement de créer un cursus donc universitaire, et c'est une question que je pose donc à tout le panel. Donc d'études poussées et spécialisées en islamologie. Je sais qu'il a proposé donc à la ville, si donc ma mémoire est bonne, en Alsace, parce que justement donc il y avait donc un accord entre Pie donc 6 je pense et Napoléon donc pour le financement des études donc religieuses. Et que le projet de laïcité donc, a automatiquement donc, illuminé. Et la question c'est, est-ce que ce projet du professeur Harkoun est toujours voilà. Répondez d'abord aux questions tout à l'heure, parce que c'est 1000 réponses, et je ne peux pas résumer ça en 2-3 phrases, ça demanderait un peu plus de discussion, mais je crois qu'il faut, pour la clôture dogmatique, c'est quelque chose comme un... Comment dire, c'est au-delà de tout. La clôture, le concept de clôture dogmatique, ce concept repose beaucoup d'autres concepts que Mohamed Harkoun a développés. C'est lié d'une part, et c'est vraiment très bref maintenant, c'est lié d'une part à la fermeture du Bab al-Ijtihad, d'une part, et où donc l'esprit critique, rationnel, la culture de discussion et de mise en question de débat théologique s'est arrêté. Pour maintes raisons, ça c'est un autre discours. Donc ça c'est une chose. Et l'autre chose, c'est le moment où le discours prophétique, ou ce que Mohamed Harkoun parfois appelle aussi le fait coranique, a été terminé. C'était plus un discours vraiment du prophète qui disait j'ai telle révélation et qui a été mémorisé par ses disciples. Ça s'est arrêté à un certain moment, clair dans l'histoire, et ce discours est devenu un corpus officiel clos. Et c'est ça le point crucial là. Et c'est dans ce moment historique qu'il faut fouiller pour comprendre les enjeux et aussi les enjeux déjà politiques qui ont fait de ce discours prophétique un discours islamique. Tout ça en bref. Je suis désolée, mais je ne veux pas faire une autre conférence. J'ai bien répondu. C'est tout ce qu'il y avait à répondre. Alors moi, il y avait une question sur l'avenir de la pensée un peu alternative, en tout cas qui ne s'inscrit pas... Moi, je pense que c'est important de montrer une réalité, c'est la réalité entre guillemets
du monde musulman, qu'il soit dans le monde musulman sur le plan géographique ou en Europe, elle est plurielle. Et donc dans l'exil, dans la diaspora, on a une diversité culturelle. Quoi qu'on en dise, quand on parle de communauté marocaine en Belgique aujourd'hui, cette année on en a beaucoup parlé puisqu'on a commémoré la signature de l'accord bilatéral qui a régi l'arrivée de main-d'œuvre en 1964 sur le territoire belge. Mais quoi qu'on en dise, on a aujourd'hui des enfants de ces travailleurs immigrés, des petits-enfants, qui ont des trajectoires singulières, même si on est dans un contexte de crise économique depuis les années 70, je ne dis pas 70, je dis 74, 74, et donc voilà. Donc oui, c'est important de l'inscrire ça, de pouvoir dire qu'il y a des tendances lourdes, j'ai envie de dire, mais il y a des trajectoires singulières. Et il ne faut pas sous-estimer cette dimension-là. Alors aujourd'hui, effectivement, ces personnes ne sont pas organisées, elles ne sont pas structurées, elles ne le revendiquent pas. Je le disais tout à l'heure, nous, notre espace, notre association, ce n'est pas une association de musulmans. On est une association laïque, et là-dedans, on trouve des musulmans, des non-musulmans, des croyants, des non-croyants. Ce sont des personnes qui avaient envie de se retrouver, de créer un espace de réflexion et de débat, de pouvoir retrouver cette culture du débat contradictoire qui soit serein, qui soit ouvert, sans avoir l'épée de Damoclès au-dessus de la tête en disant « Ah non, ce type de questions, on ne pose pas ces questions ici, il n'y a pas de place pour la question ». Toutes les questions sont possibles et tous les conférenciers qui sont invités ou conférencières sont invités à intégrer cette démarche-là. Donc il n'y a pas de censure. Au-delà de la clôture dogmatique, on a aussi des censures, des autocensures, des non-dits, une forme de tout ce qu'il disait. Il parlait d'indicible, de tout ce qu'on peut s'autoriser à dire. Et donc, je ne dirais pas qu'on est minoritaire, je n'en sais rien. Moi, je crois que c'est à vérifier. Il n'y a aucune étude qui a été réalisée à ce stade-ci. Mais je pense que l'avenir, y compris dans des trajectoires singulières, on a des personnes qui ont été séduites à un moment donné par des prédicateurs religieux qui soient de tendance frères musulmans, de tendance salafiste, de tendance wahhabite, etc. Mais dans les trajectoires singulières de l'un ou l'autre, l'une ou l'autre personne, on voit des personnes qui sont en questionnement. L'enjeu identitaire de la construction identitaire est tel que la démarche de questionnement et le besoin de réponse est tel que les gens cheminent. Et donc, je pense que l'idée d'avoir un esprit qui puisse continuer à cheminer, même s'il est passé, à un moment donné, il a été séduit par ce qui est proposé là, je pense que c'est un enjeu aujourd'hui de pouvoir nous ouvrir le débat et pouvoir dire ceci existe aussi. Le débat pour interroger, questionner, eh bien c'est aussi possible. Et donc pour moi c'est important de le mettre on dit souvent quand on présente notre démarche, il ne s'agit pas d'opposer un islam obscurantiste, un islam des Lumières, de dire que nous avons la vérité et nous du coup nous inscrire dans un régime de vérité qu'il condamnait, mais de dire ouvrons un espace, débattons sereinement dans le respect mutuel et acceptons le principe du débat contradictoire. Voilà. Après, chacun a sa sensibilité et sa trajectoire, mais que les gens puissent choisir en connaissance de cause. Je crois que c'est ça l'enjeu. Et donc, voilà. J'aimerais quand même nuancer le propos d'une diaspora qui serait dans une espèce de prête à penser et de prêt à croire sans approche critique. C'est monsieur, je crois. Vous vouliez que je vous invite pour une projection. Écoutez, monsieur, il faudrait tout simplement aller sur le site de la Fondation. Et là, vous n'avez pas que ce film, vous avez près de 100 vidéos du professeur Harkoun. Ce sont des conférences, des cours, des interviews, et vous n'avez pas besoin de moi. Et justement, j'ai mis tout cela gratuitement à la disposition du public. Donc aujourd'hui, la Fondation est présente parce qu'il y a des invités, mais rien ne vous empêche de prendre une vidéo l'accès est ouvert, c'est sur YouTube, et vous la faites passer dans votre école, et vous faites un débat, et vous commentez. Et c'est justement pour ça, c'est un des buts de la Fondation.
Avant, par exemple, pour une conférence, il avait tout au plus 200-300 personnes dans un amphithéâtre. Et depuis que ces vidéos sont sur Internet, elles sont visionnées par des dizaines de milliers de personnes, un peu partout dans le monde. Donc voilà le bon côté d'Internet. Dans le droit des femmes et bioéthique, et je suis aussi chercheur associé auprès du Centre Jacques Berg. Je voudrais rebondir un petit peu sur la question de Cédric et sur votre réponse, la réponse de Mme Nadi, pour dire justement que cette histoire d'îlot est une réalité. C'est des îlots qui connaissent cette pensée justement de Mohamed Harkoun. Nous restons quelques îlots extrêmement petits. Hein. Et c'est vrai, je remercie et je rends hommage au travail qui est fait par la Fondation Mohamed Harkoun et par le fait que certaines de ces conférences sont disponibles sur le site. Mais ma question est la suivante. À quand est-ce qu'on peut envisager une sorte d'université populaire dans laquelle il y aurait véritablement des spécialistes qui viendraient présenter la pensée de Mohamed Harkoun à un public qui n'est pas uniquement fait. Combien d'universités marocaines, tunisiennes, algériennes, pour ne parler que du Maghreb, donc combien d'universités maghrébines est-ce que la pensée de Mohamed Harkoun est enseignée? Et donc combien d'universités maghrébines, en particulier dans les branches d'études islamiques, est-ce que la pensée de Mohamed Harkoun est citée? Donc c'est pour dire que nous avons réellement besoin, si nous voulons effectivement amincir cette clôture dogmatique avant de la faire disparaître, je pense qu'il est vraiment grand temps que ces petits îlots qui existent puissent peut-être se confédérer pour faire quelque chose qui rayonnerait, qui ferait rayonner de manière un peu plus large la pensée de Mohamed Harkoun et d'autres, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi citer et comparer avec la pensée de Nasser Zaïd, avec d'autres pensées, avec des Pakistanais, etc. et voir comment est-ce qu'on peut effectivement penser collectivement à réduire cette clôture dogmatique. Merci beaucoup. Bien écoutez, ce milieu de chercheurs, moi j'aimerais bien qu'il y ait des initiatives, allez-y, lancez, rien ne s'y oppose. Moi je ne peux pas tout faire, je suis désolée. Avec cette fondation, j'ai organisé des événements en France, en Tunisie, ici, mais je ne peux pas tout faire. C'est aux autres de se lancer. Qui vous empêche d'inviter des chercheurs et de faire un séminaire? Personne. Et puis les conférences dont je parlais, ça peut être un sujet de débat. Vous n'avez même pas besoin d'emmener 36 000 personnes. 2-3 personnes, comme ce soir, et puis créer des événements. Mais moi, toute seule, je suis désolée, je ne peux pas. Voilà. Je voudrais aussi enchaîner dans le même sens. Vous savez, moi, Mohamed Harkoun, je l'ai découvert à travers l'initiative que je vous ai décrite. Voilà, ni à l'école, ni à la maison. Voilà. Mais à un moment donné, on chemine. Je parlais de cheminement tout à l'heure, de trajectoire singulière. On se pose des questions, on est en questionnement. On nous propose une lecture, une vision du monde, et puis on s'interroge, et puis un jour on tombe sur un ouvrage. Il n'y a pas de hasard non plus, dans le sens où il y a une démarche volontaire. Et donc l'idée, je pense que l'enjeu, aujourd'hui je parlais tout à l'heure d'être en réseau, d'être connecté, de pouvoir ici et là se mettre ensemble, de se fédérer. Elle est là. Donc, moi, au départ, je ne suis pas spécialiste de la pensée harkounienne, loin de là, mais j'ai dû m'y mettre puisqu'il fallait faire un film. Et puis rencontrer feu Mohamed Harkoun, il fallait poser des questions intelligentes, sinon on était vite conduit. Donc je pense qu'on l'a tous vécu d'une manière ou d'une autre. Donc c'était quelqu'un de très rigoureux et d'exigeant, et à juste titre, parce que la pensée, il faut la travailler. Donc oui, je pense qu'il ne faut pas attendre. Honnêtement, nous, en Europe, on a attendu après les pouvoirs publics. Honnêtement, on a attendu après les pouvoirs publics que des choses soient mises en œuvre, etc. Cela a épuisé une génération de personnes très engagées, que ce soit des intellectuels ou des acteurs sociaux en tout genre. Voilà. Nous, on n'attend plus après les pouvoirs publics. Voilà. Nous, on y va.
on a 2-3 amis, un caméraman, une preneuse de son, une monteuse, une bibliothèque, on prend les bouquins, on lit, on pose des questions et on entame des recherches parce que c'est un enjeu fondamental. Oui, donnez le micro. Je vous suggère, si ça vous intéresse, d'organiser une manifestation ou 3 jours, une journée d'études Mohamed Harkoun. Je suis prête à vous aider, à vous donner des conseils, qui inviter, comment et tout ça. Comme ça, c'est lancé ici au Maroc. Et on peut copier ça pour un CNRS en France ou en Allemagne. Je crois qu'il faut qu'on commence comme ça. Alors, venez après la conférence. Mais le point des clôtures dogmatiques, pour moi, je dirais que cela touche un peu la philosophie de Voltaire. Se libérer du dogmatisme, du dogme en général, parce que les dogmes posent problème. Ce sont eux qui enchaînent l'homme et la femme. D'accord ? Je cite un exemple. Par exemple, on est aux portes de célébrer la fête du mouton. Et en cette période de crise, ça pose des problèmes à la majorité des Marocains. Alors, si on avait bien compris ce côté-là des clôtures dogmatiques, on serait libéré de ce poids de la tradition assimilée à la religion. Pour revenir à Madame Yacoubi, il disait dans son intervention que seule la culture pourrait nous libérer, nous sortir du bourbier. Alors, il faut entrer dans le champ politique pour faire avancer les choses. Parce que tous les gouvernements qui se sont succédés depuis l'indépendance n'en font rien. Pensez au budget alloué à la culture, 0,1%. Alors c'est affolant. Alors, moi je parle en général, c'est mon idée. Mais c'est les acteurs politiques qui ont le pouvoir. Par exemple, M. Harkoun pensait que si on n'a pas une société civile, on va rester à tourner en rond. Alors, et merci. Je voudrais dire, et ça c'est très important pour que le public le sache, le travail qui a été fait par le professeur Harkoun et que Dieu est son âme et que nous avons connu et rencontré avec toute sa rigueur durant des années, tout ce travail que vous venez de dire maintenant qui vient d'être cité, puis il y a ceux qui ne connaissent pas ce travail, cette rencontre de ce soir, si une personne, Touria Harkoun, ne l'avait pas faite, et moi j'ai commencé avec elle quand j'ai vu le travail remarquable, titanesque, parce que c'est pas facile de frapper à des portes qui se ferment tout de suite. Et cette énergie, moi je lui tire ma révérence en disant bravo, chapeau, Touria Harkoun, parce que cette rencontre, tout ce qu'elle donne gratuitement sur le web, tout ce travail, réunir des amis, il y a ceux qui l'ont suivi, il y a ceux qui l'ont abandonné en cours de route, ce travail, personne, et je le dis, et moi je peux dire que j'étais peut-être son dernier éditeur, parce que le livre que j'ai sorti sur la construction humaine, c'était après sa mort. Et ce travail qu'elle a fait, moi je lui tire encore chapeau devant tout le monde, et je dis bravo, Touria, c'est vrai que c'est pas facile, mais vous avez une énergie, vous nous donnez des leçons ce soir, en nous réunissant tous. Merci, et comme je te l'ai toujours dit, on te suit peut-être un peu de loin, mais vraiment cette soirée m'a donné encore de l'énergie. Je dis c'est pas possible qu'une femme avec peu de moyens, elle a mis toute son énergie, toutes ses économies sur un travail remarquable. Et je sais que en haut, c'est Mohamed Harkoun est très content ce soir. Merci.
on s'est mariés pour le pire et le meilleur. Et on s'est mariés pour la vie. Nous étions tellement proches que nous pensions que nous allions mourir ensemble. Et moi, ce que je voyais, comme on voyageait beaucoup, j'imaginais qu'un jour, ça serait un accident d'avion ou quelque chose comme ça, où on disparaît. Non, mais au point, et son départ m'a complètement mise par terre. Je me sens amputée, mais en même temps, je vais vous avouer qu'après son départ, j'ai été anéantie. Mais il m'a donné, c'est lui qui me pousse, c'est son énergie, parce que j'ai été très proche de lui et j'ai vu tout le temps qu'il a consacré à son travail. Il s'est privé de vacances, il s'est privé de voir des amis, il s'est privé de voir ses enfants. Et je ne peux pas rester les bras croisés, à voyager, à m'amuser, en sachant que cet homme a donné toute sa vie à ce travail et le laisser se perdre, parce que je regrette de le dire, personne ne m'a aidé dans ce travail de collecte. Pourtant, il a travaillé pour des institutions, il a sillonné le monde. Personne n'est venu me dire de quoi tu as besoin, en quoi on peut t'aider. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais le travail que je fais, il faut des équipes pour le faire. Mais je le fais et je continuerai à le faire. Parce que justement, il y a cette énergie derrière. Merci. Le moment est très précieux, très très riche, mais la réflexion doit continuer, comme le disait Madame Amrani, et certainement qu'elle continuera. Elle nous a insufflé une dose d'énergie extraordinaire. Je donne la parole à Madame Latifa Al-Khdar. Je préfère qu'on finisse sur ce qui vient d'être dit. Alors, je voulais parler de la le directeur qui m'a rappelé Peut-être ça. Mais sinon. Ça c'est bien, mais c'est
combattu. Parce qu'il est combattu. C'est pas